Et bienvenue au Café des Antigones. Ce soir, nous réalisons une émission hors-série spéciale consacrée à la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui a lieu ce 25 novembre 2017. À cette occasion, nous avons choisi de traiter un sujet un petit peu particulier avec celle qui m'accompagne, qui est la question du corps augmenté et du transhumanisme comme source de violence. Pour cette émission, j'ai avec moi Cécile. Bonsoir. Sarah. Bonsoir. Marie. Bonsoir. Alors, il faut savoir que les Antigones ont travaillé sur plusieurs thématiques consacrées à cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Tout d'abord, nous avons démarré cela en 2013 par une petite marche des femmes contre les violences où nous avions traité différents sujets, notamment la chosification du corps comme source de violence, des violences physiques qui étaient toujours impunies, notamment par la loi Taubira 2, dite la loi prison pour personne. Et enfin, les violences économiques, notamment celles à l'intention des familles qui touchent surtout les femmes. Nous avons toujours abordé cette thématique des violences faites aux femmes avec une posture qui n'est pas victimaire, mais qui est une posture de proposition, justement pour changer un petit peu des logiques féministes qui posent toujours la femme en tant que victime. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver tout au long de nos travaux. Nous ne reviendrons pas sur ces thématiques déjà abordées et nous vous renvoyons vers nos précédents contenus. Le 25 novembre 2014, nous avions traité de la critique loi cadre égalité femmes-hommes, où là, nous avions mis en exergue la problématique du congé maternité, celui des quotas et du retrait du terme de détresse dans l'avortement. Donc là encore, ce sont des violences et nous vous invitons à relire nos textes à ce sujet. En 2015, nous avions traité d'un sujet un petit peu spécifique qui était les violences faites aux mères, avec l'entrave à la maternité que constitue l'avortement et tel qu'il est prévu dans la loi, les violences gynécologiques et les violences chimiques par la contraception et les actes médicaux déplacés. Nous avions traité aussi des problèmes économiques liés aux mères, notamment tout ce qui était congés parentaux, mais aussi gestation pour autrui. En 2016, nous avions traité spécifiquement du cas de la prostitution, du cyberharcèlement et de la notion perverse de féminicide. Donc là encore, je vous renvoie vers nos textes. Et alors, cette fois-ci, nous sommes en 2017 et nous abordons le corps augmenté comme source de violence. Pourquoi cette thématique ? D'abord parce que cette année, aux Antigones, nous traitons de la question du corps sous toutes ses formes et que le mois d'octobre était spécifiquement consacré au corps augmenté. Pourquoi ce corps augmenté, ce transhumain, cet homme idéal, peut-il finalement être une source d'appauvrissement du corps féminin et donc une source de violence ? Sarah ? Avant de répondre à cette question, il faut distinguer deux techniques. La première technique est donc la technique qui va suppléer le corps, qui va aider le corps humain, qui va être un prolongement de ce corps, et la technique qui va appauvrir le corps humain en lui dépossédant de ses facultés et en déléguant sans cesse et de manière de plus en plus radicale ses facultés propres, comme par exemple on peut penser à la procréation dans le cas féminin, puisque à court terme, la possibilité des utérus artificiels est totalement envisageable. Alors oui, mais nous avons des féministes comme par exemple Peggy Sastre qui trouvent que, au contraire, cet utérus artificiel est une source d'allègement de la femme de la maternité et qui voit ça tout à fait comme un progrès, là où au contraire nous considérons qu'il s'agit d'un appauvrissement. Alors avant de parler de l'utérus artificiel, on peut peut-être traiter un petit peu d'une dépossession que tout le monde connaît, comme par exemple la contraception. Marie ? Effectivement, à propos de la contraception, on peut envisager l'évolution qui a été proposée aux femmes, à commencer par la pilule, dans les années 70, je crois, qui ensuite a tourné au patch, de manière plus pratique. On a simplifié la vie des femmes, et du patch, on en est arrivé aux implants. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans cette magnifique évolution qui mérite qu'on s'y attarde. C'est surtout que, en fait, si on analyse vraiment ce qu'est la contraception, c'est un tout premier jalon intellectuel qui va permettre l'éclosion plus tard du transhumanisme. C'est-à-dire que dans l'idée même de la contraception, il y a cette idée de dépasser les limites que nous impose notre condition d'être humain fini et incarné. Et le fait de vouloir castrer chimiquement la femme, c'est vouloir en quelque sorte aller au-delà des limites que nous impose notre condition d'être humain
Et c'est aller au-delà du fonctionnement naturel du corps. Et donc, d'une certaine manière, c'est déjà un premier pas mental vers le transhumanisme et vers la volonté d'aller toujours plus loin dans ce dépassement infini des limites que nous impose la nature. Nous ne sommes pas du tout dans une promotion de tout acte sexuel doit donner la vie, bien au contraire, mais nous considérons qu'il existe d'autres solutions, notamment les méthodes naturelles, qui permettent aux femmes et aux hommes d'avoir une sexualité à la fois respectueuse d'eux-mêmes, de leur environnement et de leur santé mentale. Et il est évident que donc l'implant va un peu plus loin dans le sens où il est censé pallier un oubli, et puis l'utérus artificiel, carrément, qui permettrait de castrer chimiquement définitivement les femmes et qui permettrait là d'avoir des enfants à la dinde. Dans ce que vient de développer Iseul, on voit tout à fait la première étape du transhumanisme qui est d'abord d'implanter directement dans le corps un corps extérieur. L'étape suivante, ce sera d'externaliser des fonctions du corps. Et là, clairement, on s'inscrit tout de suite dans une violence parce que finalement, on extrait une part de l'homme vers la machine. Effectivement, il y a peu de promotion de la contraception naturelle et les femmes qui généralement prennent la pilule utilisent des produits chimiques évidemment toxiques pour elles. Mais donc, il me semble que c'est cette démarche de l'intrusion chimique et du produit dans le corps, c'est une autre démarche, c'est le premier point d'un processus. Donc c'est vrai que le système contraceptif aujourd'hui tel qu'il est abordé dans nos sociétés est un processus souvent chimique ou du moins mécanique qui nécessite l'appel d'une tierce personne dans une relation. Et donc on a là, il me semble, une perte d'autonomie. Et c'est cette perte d'autonomie qui va être le fil rouge de notre émission de ce soir que constitue donc le transhumanisme comme source d'appauvrissement. Oui, et c'est là que le corps féminin est particulièrement en danger. On le voit notamment avec les ovules congelés que proposent plusieurs entreprises comme Yahoo ou Facebook, puisque en fait, le fait de demander à une femme si elle veut congeler ses ovocytes pour potentiellement procréer plus tard, et même pourquoi pas après la ménopause, c'est une démarche transhumaniste, puisque on essaye encore une fois d'aller au-delà des limites que nous impose notre corps, et c'est une dépossession du corps, comme le disait très bien Iseul ou encore Cécile, et c'est surtout une mise à disponibilité totale du corps de la femme pour l'entreprise, et c'est une forme d'esclavage moderne, d'une certaine manière, puisqu'on met son être tout entier au service de l'entreprise. Avant de parler d'externalisation totale de l'utérus dans une machine, il y a actuellement les mères porteuses. Et là, on voit encore de nouveaux esclaves apparaître parce que ces femmes sont souvent des femmes issues de milieux sociaux pauvres qui voient une façon simple de gagner de l'argent, mais au détriment de leur intégrité. Et enfin, on imagine tout ce que ça peut impliquer pour elles. La naissance d'un enfant, tout le monde le sait, n'est pas anodin. Se le voir retiré, même s'il n'est pas issu de ses propres gamètes, représente évidemment une violence. Alors, il y avait la fameuse phrase de Pierre Berger, me semble-t-il, qui disait « Je ne vois pas la différence entre louer les bras d'un travailleur et le ventre d'une femme ». Eh bien, en fait, d'une certaine manière, moi non plus. Parce que il est évident que la manière dont on comprend le travail aujourd'hui est un travail dépossédant, est un travail aliénant. Et si on parlait finalement de réalisation et de production qui se permettent à chacun de s'élever, non pas d'être simplement l'esclave d'un autre, nous aurions peut-être effectivement une différence. Mais là, aujourd'hui, à mon sens, ce n'est pas le cas. Et il est vrai qu'on prend les travailleurs comme une ressource, voilà, c'est le terme, ressources humaines, comme une autre. Et donc, quand on commence à employer le terme de ressources humaines, je ne vois pas très bien en quoi, effectivement, on peut émettre une différence avec la ressource du ventre d'une femme. Je dirais les travailleurs réduits à l'état de machine. Bien évidemment, je pense que on comprend toutes ici la souffrance que ça peut poser, le fait d'être stérile, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, c'est une souffrance de ne pas pouvoir procréer. Et c'est en cela que moi personnellement, je m'oppose aussi à la PMA et à la GPA parce que certes, c'est une souffrance, je ne le nie pas. Il faut faire attention parce que quand on demande quelque chose, il y a des répercussions derrière. Au vu de l'état actuel de notre société et de l'idéologie dominante, chaque petit pas entre guillemets va inévitablement vers une surenchère. Moi, il y a deux points qui me semblent importants qui ont été mentionnés. C'est évidemment la considération sociale inévitable que va constituer la gestation pour autrui. Il paraît évident que le simple fait
de vouloir faire appel en fait au ventre d'une autre, c'est en lien avec la manière dont on considère le travail, qui est un travail en fait très inabouti. C'est-à-dire que l'ouvrier qui travaille chez Ford a un travail inabouti dont il ne voit pas l'issue. Eh bien, pareil, la femme qui enfantera l'enfant d'un autre effectue finalement une forme de travail inabouti, et c'est en ça que c'est assez lié, et ce qui est assez déplorable. Et ensuite, il y avait autre chose, c'était le lien qui était mentionné avec la procréation médicalement assistée. Et il est vrai qu'il paraît très difficile finalement de s'opposer à la procréation médicalement assistée, d'autoriser pour un couple hétérosexuel et de ne pas l'autoriser pour une femme seule ou deux femmes. Et c'est en cela que cette problématique est très compliquée, c'est-à-dire que l'un comprend l'autre. Et donc c'est le processus même de la PMA qui est effectivement dangereux, en ce qu'il ne prend pas en considération cette question finalement de la possibilité de la stérilité d'un couple, d'autant que beaucoup de médecins considèrent que ce qui est réglé par la PMA pourrait être réglé autrement. Et c'est là aussi qu'il existe d'autres types de médecine vers lesquelles on pourrait se tourner en cas de stérilité qui paraissent intéressantes et qui ne sont aujourd'hui absolument pas développées. Autre chose, je pense que la stérilité masculine comme féminine augmente et qu'il faudrait peut-être aussi se poser les questions sur la responsabilité aussi de notre mode de vie dans cette augmentation de la stérilité qui est aujourd'hui tragique et qui nous impose finalement la PMA comme une solution et qui correspond presque à la naissance de quasiment un tiers des enfants nés en France, ce qui est énorme. Oui, tout à fait. On pose la PMA comme une solution magique avant même de se poser la question de la cause première de la stérilité. Je voulais aussi rebondir sur la question de ce nouvel esclavage des femmes. On entend déjà l'argument suivant des transhumanismes pour passer à l'utérus artificiel, qui est celui d'arrêter cet esclavage des femmes, qui est assez simple à envisager et qui paraît déjà dans beaucoup de cas très régulièrement. Ce sera tout simplement une façon de créditer cette externalisation en disant que l'on sauve les femmes de ce potentiel esclavage. Les victimes suivantes seront donc les enfants qui seront nés sans mère. Imaginons qu'un couple qui ait commandé cet enfant s'en désintéresse. Il se retrouverait sans parents. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas qu'on évoque, à savoir la PMA, la GPA, qui concerne directement les femmes, en fait, ce ne sont que des procédés techniques qui ne font que mettre en exergue un appauvrissement du corps. En ce que on dit aujourd'hui, ah voilà, c'est formidable, on a la PMA pour permettre à une femme seule d'avoir un enfant. Oui, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie ? La PMA exploite la pauvreté finalement émotive et affective de cette femme qui se retrouve en situation de devoir enfanter seule. Et ça, c'est terrible quand on parle de PMA qui explose aujourd'hui, parce que c'est le cas, parce que ça correspond à un tiers des enfants nés en France. Eh bien, ce ne sont qu'en fait l'expression d'une stérilité massive dont personne ne veut entendre parler. Les progrès techniques ne font que solver des problèmes qu'ils ont eux-mêmes engendrés. Et en cela, c'est une sorte de suite et de boucle sans fin. Et c'est là justement où je pense que tu as prononcé le syntagme sur lequel je voulais rebondir, c'est progrès technique. Est-ce que ces progrès sont inévitables ? Je récuse totalement les visions hegeliennes de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin et qu'on s'achemine tout droit vers un progrès infini et toujours qualitativement supérieur à la période qui l'a précédé. Donc par conséquent, même si on est engagé dans une pente qui me paraît assez dangereuse, je pense qu'on peut toujours en sortir et que tout est une question de volonté politique. La résignation, le fait de se résigner face à une situation, c'est antipolitique. Il ne faut pas se résigner à cela, il ne faut pas s'arrêter à cela et qu'il faut continuer le combat. Alors là, tu parles de combat, mais je pense que la question c'est combat contre quoi ? Parce que évidemment les progrès techniques qu'on va voir aujourd'hui et qu'on verra demain sont des choses qui ont été pensées et créées il y a déjà 30 ans. Et je pense pas que ce soit le progrès technique en tant que tel qu'il faille montrer du doigt, mais plutôt l'idéologie qui est sous-tendue. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne voit pas l'homme augmenté. Et l'homme augmenté, il n'existe pas. Et on ne sait même pas à quoi il ressemble. Et je pense même pas que ce soit possible de le décrire. Par contre, il y a quelque chose contre lequel on peut lutter valablement. C'est le discours transhumaniste. C'est-à-dire des gens qui font la promotion de ce système qu'ils prétendent meilleur, alors que de toute évidence, on va d'échec en échec. Parce que pour nourrir toute la planète et lutter contre la faim, on a eu les pesticides qui nous rendent stériles aujourd'hui. Pour émanciper la femme, on va trouver la GPA, ce qui est complètement contradictoire, etc., etc.
Ce que je veux dire par là, c'est que on a effectivement un problème face au discours transhumain qui est visible, et il me semble que ce discours, il a un effet cliqué, c'est-à-dire que on n'arrive plus aujourd'hui à s'en débarrasser, ni même à penser autrement. C'est-à-dire qu'on pense toujours dans une logique on est imprégné de ce discours, et pour donner un exemple clair de ce que je mentionne dans cette imprégnation du discours, c'est quand on entend ceux qui luttent contre le transhumanisme, en général, ils se bornent à essayer de déterminer quel est le bon progrès du mauvais progrès. Et en fait, ils sont ancrés dans cette logique-là, au lieu de penser justement en termes de simplement d'appauvrissement ou d'autonomie. Et je pense que la clé, elle est là, en fait. C'est de chercher à lutter contre l'appauvrissement, tout simplement. Il me semble qu'il y a deux choses intéressantes, enfin deux détails presque, dirais-je, mais qui me semblent être des points essentiels. D'une part, quand tu as cité la raison pour laquelle il y avait tant de stérilité aujourd'hui, et dont on nous parle bien peu, c'est peu répercuté par les médias. La stérilité augmente, et elle augmente de manière drastique. Ce pourquoi un tiers des enfants nés en France sont nés par l'aide médicale. Donc il y a un flou artistique sur les causes. Et par ailleurs, on nous vend cet homme augmenté et la chance qu'on a de pouvoir se libérer de ce corps qui est tellement mal fait et tellement réduit, sans qu'on nous définisse précisément quel est l'objectif. À quoi ressemble cet homme idéal? Et il me semble que personne ne projette, n'a une image précise de cet homme idéal. Et probablement est-il immortel. Et c'est surtout qu'on ne sera même pas d'accord, en fait, sur la définition de ce qu'est vraiment cet homme augmenté. Oui, mais cette question n'est pas soulevée. Je pense que ce qu'il faudrait aussi critiquer, au vu de ce qui a été dit, tu as parlé d'idéologie, Isole, tout à l'heure, que oui, effectivement, l'idéologie qu'il y a derrière le transhumanisme, c'est le progressisme, en fait. Et il me semble, à la fin de ce que disait Isole tout à l'heure, elle en arrivait en gros, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on commence à avoir les yeux un petit peu ouverts sur cette situation? Et il me semble que l'idée d'un combat ou d'une lutte ne me semble pas juste. Aujourd'hui, on voit naître un certain nombre de mouvements, je cite les Colibris par exemple, le mouvement de Pierre Rabhi par exemple, qui a plutôt bonne presse et qui est plutôt bien accueilli. Il en est un peu partout comme ça, et qui me semble avoir une démarche autre que celle de la lutte, mais plutôt celle de se retourner vers sa propre vie et son petit coin de jardin et vers ses voisins, vers l'autre, celui qui est à côté, celui qui est proche. Et c'est une manière de se détacher sans effort de cette énorme machine qui nous dépasse, sur lequel on n'a aucune possibilité, aucune emprise. Agissons là peut-être où nous pouvons agir et ne nous occupons pas du reste. Alors avant de passer effectivement aux solutions un petit peu qui s'offrent à nous face à cet homme augmenté, je pensais juste rebondir un petit peu sur ce que tu évoquais, Marie, et notamment sur cet homme idéal, avec un petit peu de science-fiction peut-être, pour aborder finalement les grands archétypes du monde de demain qu'on nous promet, avec des films que je vous invite à regarder, comme dans Blade Runner le premier, je n'ai pas vu le 2, je suis désolée, je peux pas le commenter, que Soleil Vert ou Bienvenue à Gattaca, qui sont des exemples assez noirs finalement d'une société imaginaire où finalement le progrès devient l'alpha et l'oméga de la vie, et où la vie humaine ne trouve plus sa place. Je pense aussi, concernant la fiction, une œuvre de fiction aussi très importante à mes yeux, qui est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui est donc un écrivain britannique et qui a écrit une société dystopique dans les années 30. J'étais frappée du caractère visionnaire de cette œuvre, puisque tous les risques qu'il décrit, et qui pouvaient sembler être plus ou moins éloignés lorsqu'il a écrit ce livre, me semble tout à fait aujourd'hui possible, et me semble aussi surtout être dans un avenir plutôt proche, comme par exemple les utérus artificiels. Et ce que fait Aldous Huxley aussi, c'est qu'il montre très bien la corrélation entre utérus artificiel et régime totalitaire. Puisque derrière,
Enfin, en fait, si on dépossède à la femme son utérus, on dépossède aussi en même temps son caractère prééminent dans l'éducation de ses enfants. Donc on la dépossède de ses enfants en même temps. Et qui dit utérus artificiel dit hôpital, et qui dit hôpital dit service public, et qui dit service public dit État. Et c'est là aussi ce qui me semble important de mentionner, c'est que l'utérus artificiel, c'est une marche forcée de gré ou de force vers une certaine forme de totalitarisation, où tous les enfants seront sous la coupe d'un État aussi gigantesque que tentaculaire. Et ça, c'est un vrai risque. C'est un risque d'autant plus grand que c'est déjà ce qu'on essaye de faire à travers l'éducation nationale, par exemple. Qu'on voit aussi que toute action transhumaniste envers les femmes touche en fait l'ensemble de la société. Souvent, le transhumanisme, lorsqu'il touche les femmes en particulier, touche à sa capacité de procréer. Et donc, il s'attaque précisément à ce qui fait de la femme un être différent, par rapport à l'homme. Et je crois que là, il y a quelque chose. Enfin, la femme, c'est précisément celle, on en a traité souvent aux Antigones, c'est précisément celle qui échappe au modèle de consommation parce qu'elle ne peut pas y entrer totalement. Elles ne se font pas totalement dans le modèle économique actuel. Les femmes ont longtemps échappé au capitalisme tel qu'il était fait parce que justement, elles avaient un corps qui ne s'y pliait pas tout à fait du fait de leur cycle. Donc le fait de ne pas avoir une perception du temps linéaire, le fait d'avoir une vie hormonale qui diffère entre l'adolescence et la ménopause, et même la petite enfance. Le fait d'avoir tout ça, on se retrouve finalement avec un corps féminin qui est très compliqué à intégrer au marché. Et c'est pour ça que la pilule contraceptive est si importante. C'est pour ça que finalement la PMA se trouve être importante aussi. Et c'est aussi pour ça que la gestation pour autrui et l'utérus artificiel résoudraient énormément de problématiques dans la flexibilité de ce corps féminin qui n'est pas un corps flexible. Et c'est en cela que, effectivement, quand le transhumanisme s'attaque aux femmes dans leur asservissement pris de manière générale, à savoir le fait qu'elles aient leurs règles, le fait qu'elles ovulent et le fait qu'elles finissent par éventuellement avoir des enfants, crée deux problèmes, c'est-à-dire qu'il crée le fait qu'on considère que ce n'est que les femmes qui ont qui sont dans cette situation. Mais en fait, en réalité, c'est un couple qui attend un enfant puisqu'il faut être deux. Et que donc c'est pas les femmes prises à part, de manière solitaire, c'est la relation entre l'homme et la femme. Et en fait, en sectorisant ce corps féminin, on coupe la présence de l'homme et on ne considère que la femme en tant qu'être biologique. Donc ça, c'est déjà un premier problème anthropologique, me semble-t-il. Et le second, c'est qu'effectivement, le fait de priver les femmes, donc qui sont le dernier rempart à une société complètement liquide, conduit finalement à rompre des barrières que le corps masculin a finalement déjà acceptées. C'est-à-dire que le corps masculin a déjà accepté d'être l'esclave du système au sens libéral-libertaire. Et on va vers une abolition de la différence homme-femme, finalement. Différence qui est constitutive d'une société à part entière. Enfin, c'est la perte de deux éléments fondamentaux comme de deux piliers. On ne voit pas aujourd'hui ce que ça peut représenter, mais ça ne sera qu'une perte. Et justement, maintenant qu'on a dressé ce portrait assez noir du transhumanisme et de toutes les folies ou des promesses, tout dépend du point de vue qu'on adopte, qu'il nous propose, il serait peut-être temps en fait d'apporter des solutions. La première sphère à reconquérir pour se tenir en fait à l'écart de toute cette folie transhumaniste et toute cette démence qu'il comporte, c'est de reconquérir notre autonomie. Et ça passe d'abord par la redécouverte de son corps. Il faudrait cesser de se considérer comme étant un objet perfectible. Ça, c'est une idée qui est notamment héritée de Descartes et de Rousseau. Donc, en cela, ce sont des ancêtres du transhumanisme, puisque Rousseau considère que l'homme est perfectible et Descartes envisage l'homme comme étant finalement qu'un assemblage mécanique. Donc, en cela, ce sont des ancêtres du transhumanisme. Et il faut accepter les limites de la condition humaine qui font notre humanité. Et il faut accepter le tragique. Alors oui, puisqu'on a expliqué qu'effectivement on ne luttait pas contre le progrès quel qu'il soit, ni les monstres qui les portent et les colportent, mais bien pour une autonomie. C'est-à-dire d'être dans une logique positive. À ce titre, il me semble que la création d'espèces d'autonomie me paraît
être une absolue nécessité. Et donc commencer par se connaître son corps, c'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui puisque nous ne sommes pas castrés encore à la naissance, et c'est une chance formidable. Donc bien au contraire, profitons-en et profitons de faire de ce cycle féminin une source de richesse et une source de connaissance de soi et apprentissage de l'autre. Là je parle évidemment aux femmes mais aussi aux hommes qui peuvent écouter. Prenez en considération les cycles de votre compagne. C'est un travail qui se fait à deux. Donc là-dessus, évidemment, le meilleur moyen, c'est la pratique des méthodes dites naturelles, parce que au-delà de leur caractère de gestion, on va dire, des naissances et de leur régulation, c'est aussi un excellent apprentissage de soi-même, et non pas forcément à des vues de procréer ou de ne pas procréer. Après, on peut penser à des choses complètement autres, comme par exemple à se tourner vers d'autres méthodes, comme des méthodes médicales plus holistiques, qui vont pas prendre le corps morcelé, mais qui vont le prendre dans sa totalité, notamment quand on a des problèmes aussi terribles que celui de la stérilité. Ça fait partie des options qui peuvent être tout à fait envisagées. Oui, des choses simples que l'on pratique dans sa vie quotidienne. Éviter le tout technologique, par exemple, lorsque l'on doit se repérer, essayer de prendre une carte ou de se positionner dans l'espace tout simplement, au lieu de recourir aussitôt à un GPS qui en plus a toutes les chances de nous tracer, etc. Par exemple, je pensais au Uber, parce que aujourd'hui ce sont des chauffeurs à moindre coût qui nous acheminent confortablement vers notre destination. Mais Uber aux États-Unis aurait déjà signé des contrats pour avoir des voitures sans chauffeur. Donc on voit déjà une porte d'entrée béante vers le transhumanisme. Et pour continuer aussi sur ces combats, entre guillemets, de la vie quotidienne, en tout cas de lutte pour l'autonomie au sein de la vie quotidienne, je pense aussi aux jeunes numériques, le jeune avec un accent circonflexe bien évidemment, ou une espèce de digital detox aussi, comme on dit assez rapidement dans les médias. Oh, c'est beau. C'est comme ça que nos amis journalistes les appellent. Et c'est vrai que c'est pas totalement idiot, c'est-à-dire d'essayer de plusieurs fois par mois, essayer de ne pas essayer de restreindre, on va dire, son temps passé sur Internet, essayer de ne pas trop sortir avec son smartphone, essayer aussi de se passer de la télévision aussi, qui est une véritable source d'accaparement de notre attention et donc d'appauvrissement de notre faculté, par exemple, de conversation, et qui est aussi un appauvrissement en ce qu'on délègue notre attention et notre divertissement à un objet technique extérieur. Donc ça aussi, ce sont des pistes qu'on peut donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent reconquérir progressivement, mais sûrement, une sphère d'autonomie au sein de leur vie. Oui, autre chose de très concret dans la vie de tous les jours. Souvent, on lit beaucoup de choses, d'articles à droite à gauche, des choses qui nous intéressent, et lorsqu'on veut les reciter à ses amis, on est incapable, parce qu'en finalement, on sait qu'il suffit de sortir notre téléphone pour retrouver l'information, et on désapprend à apprendre, on ne sait plus citer quelque chose exactement, on se contente d'une approximation, et lorsque je dis ça, je suis la première à me dénoncer, mais c'est vraiment la facilité. Il va falloir aussi qu'on fasse un effort intellectuel pour recontextualiser ce qu'on veut dire, se réapproprier le sens de ce qu'on a lu pour mieux l'exprimer aux autres. Et pour mieux l'exprimer, on nous simplifie les choses. On va être capable d'écrire uniquement avec des émoticônes et des images. Je suis contente de t'avoir vu avec un pouce, un smile pour dire que c'était réjouissant. Tous ces petits détails technologiques de notre vie quotidienne nous apprend à désapprendre. Désapprendre entre autres à écrire, à réfléchir, à avoir du recul sur les choses, à se débrouiller par nous-mêmes, à avoir conscience de notre corps et de notre corps sur cette terre dans un espace et de notre relation à l'autre. Tout ce qui fait finalement qu'on est un être humain et pas un animal ni une machine. Un être humain vivant et vivant avec les autres. Un animal social, comme disait Aristote. Non, pas du tout, un être humain vivant avec les autres. Bon, la formulation d'Aristote était quand même intéressante. À creuser. Alors pour pas qu'on finisse comme les singes du futur, il y a aussi des solutions qui sont plus politiques. Je pense tout simplement en fait à un petit peu élargir
cet espace de ce carré, ce potager dont parlait Marie, pour l'élargir à simplement une ville et où on a un véritable impact sur la localité. Donc à ce titre-là, c'est extrêmement intéressant et c'est d'autant plus intéressant que c'est un lieu où on peut vraiment faire des choses pour la collectivité et notamment la proposition d'alternatives vers l'autonomie. Donc là, ça peut être très bien des choses beaucoup plus variées que les jardins partagés, la mise en place de services de médecine différents et variés. Ça peut vraiment être énormément de choses. On n'a pas idée de tout ce qu'on peut faire en mairie. Mais il reste encore dans cet espace un lieu de liberté à petite échelle où on peut faire pour les siens et pour la ville où on est. Et ça me paraît très important de le garder à l'esprit. Et surtout de garder à l'esprit que quand on obtient une mairie, on le fait dans un objectif d'autonomie pour les autres. Et dans l'autonomie, dans tout ce qu'elle peut comprendre. Je pensais à une chose aussi qui est sociale, on va dire, si ce n'est politique. Une des entrées de la robotisation et peut-être de l'humanoïde, ce sera auprès des personnes âgées. Donc peut-être tout simplement de se réinvestir auprès des personnes âgées pour venir les aider, leur apporter la socialité qui souvent leur manque, les besoins primaires comme la nourriture, etc. C'est quelque chose qui sera en danger, qui sera une des premières cibles du transhumanisme parce que ça représente un marché énorme. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de passer de l'autonomie du corps à l'autonomie du corps social, en fait. Et c'est en cela qu'il faut réinvestir les sphères qui ont été laissées à la technique ou qui sont susceptibles de l'être, comme tu viens de le dire, Cécile, et le soin des personnes âgées en est un, et aussi le soin des enfants en bas âge aussi, je pense, en sera un également. Donc il faut aussi, la solution peut-être ce serait tout simplement de réinvestir du lien social pour lutter contre le transhumanisme et pour lutter en fait contre une artificialisation du lien. Pourquoi pas les réhumaniser? Très beau, nous allons terminer sur la réhumanisation, grand projet Antigone. En tout cas, je vous remercie à toutes d'avoir participé avec nous ce soir donc à cet enregistrement spécial qui est un axe un peu tiré par les cheveux, qui était celui des violences faites aux femmes prises sous l'angle du transhumanisme. Tout ça pour faire passer un message très simple et très clair qui était que les progrès techniques qu'on vous vend aujourd'hui sont souvent un appauvrissement. Donc d'abord vigilance, puis reconquête en direction de l'autonomie. C'était le message des Antigones de ce soir. Donc je vous remercie de votre écoute et je remercie